Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, la grève est imminente à l'hôpital Albert Royer. Les blouses blanches persistent dans leur menace d'interrompre le travail dès le début du mois prochain si leur revendication n'est pas satisfaite. Une menace de grève qui ne perturbe pas tant que ça la direction de l'hôpital. Plus de détails dans un instant. Décès de l'industriel Ahmed Amar, le patronat pleure en champion dans son secteur. L'université Cheikh Anta Diop pleure en grand mécène. La dépouille du défunt patron de Enema est attendue ce mercredi à Dakar. Témoignages et réactions à suivre dans ce journal. Émergence de ralentisseurs sur nos routes. Le phénomène divise les riverains et les automobilistes. Les dodanes sont la source de nombreuses pannes mécaniques, dénoncent certains chauffeurs. C'est un efficace moyen de limitation de vitesse pour les populations. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis à défaut de la Coupe d'Afrique, Sadio Mané a en ligne de mire le Ballon d'Or africain. Tout se jouera en début de saison selon le Lion de la Teranga. Saison qu'il compte débuter sur les chapeaux de roue. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Tout de suite le développement. Toute sa vie, il avait le mécénat en bandoulière. La dépouille de Ahmed Amar est attendue demain, mercredi, à Dakar. Pionnier dans son domaine, l'homme d'affaires décédé hier a créé la nouvelle minoterie africaine. Un énorme investissement dans la transformation industrielle de la farine et des bétails. Aminata Maresso. En 2017, il était classé parmi les 5 personnalités les plus riches au Sénégal par le magazine américain Forbes. Cette personnalité, c'est feu Ahmed Amar. Premier Sénégalais à investir dans le secteur de la minoterie, c'était en 1999. Certes, les débuts n'ont pas été faciles pour le directeur général de la nouvelle minoterie africaine. Nous, on a fait le tour du monde pour chercher le financement parce qu'aucune banque ne voulait nous accompagner. Donc même comme on croyait à ce qu'on faisait, nous on a foncé. Donc au dernier moment, on a une banque qui nous a accompagnés et maintenant, bon, je ne dirais pas qu'on est en train de prendre notre revanche, mais toutes les banques veulent travailler avec nous. Son investissement lui a valu beaucoup de succès. Enema Sanders enregistré environ 30 milliards de chiffre d'affaires. Une ascension fulgurante qui a permis au président directeur général de Enema Sanders de devenir une des fortunes sénégalaises. Fervent défenseur du secteur privé national, Ahmed Amar est membre fondateur du Club des investisseurs sénégalais. Il a également créé le réseau des industriels. Décédé des suites d'une maladie à Paris, le Sénégal perd ainsi un homme d'affaires, un grand industriel qui a fait ses preuves. Aminata, la disparition de Ahmed Amar est une grosse perte pour sa famille. C'est aussi un vide immense qu'il laisse à Enema, sa deuxième famille. Là-bas, les travailleurs ont perdu un proche, un ami, un vrai leader. Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Difficile pour lui de trouver les mots et de témoigner sur l'homme avec qui il a partagé énormément de choses. Un grand monsieur est effectivement parti, un monsieur que j'ai connu depuis 2002. Ça fait maintenant 17 ans que je travaille à ses côtés. Un grand patriote, un travailleur hors pair, un homme extrêmement généreux, un homme pieux, un fervent talibé mouride, mais un homme qui a voulu offrir sa personne en exemple aux Sénégalais. Un homme extrêmement généreux, quelqu'un qui n'a raté aucune occasion pour véritablement accompagner les populations, que ce soit dans les cérémonies religieuses ou autres. Ahmed Amar, le patron de Enema Sanders, un patriote, un homme qui a toujours cru au génie sénégalais et qui a porté à 75 milliards de francs CFA le chiffre d'affaires de cette entreprise agroalimentaire et produits. Il a investi dans la minoterie, je le rappelle, et en son temps, il y a deux grandes sociétés qui étaient là, et en 2015, il a racheté l'une de ces sociétés, pour dire le parcours qu'il a eu à faire. Il a cru à l'expertise sénégalaise parce que quand je suis arrivé en 2002, il y avait un directeur technique qui était français. J'ai fait 2-3 mois avec lui. Il l'a libéré pour me confirmer, me disant qu'avec toi, ça allait être certainement possible. C'est lui qui a relevé de nombreux défis avec son équipe, portait également dans son cœur la livraison de l'hôpital international de Dakar. Quelqu'un qui a distribué pas mal d'ambulances et qui avait comme dernier projet la réhabilitation ou en tout cas la mise en œuvre du projet
de l'hôpital international de Dakar qui était bloqué parce que les spécialistes qui avaient eu l'idée et qui avaient commencé en un moment s'étaient endettés et ne pouvaient plus continuer le projet. Et pour lui, il était possible d'avoir là-bas un plateau relevé avec toutes les spécialisations, toutes les spécialités et permettant aux Sénégalais qui le désirent de se faire soigner ici même. Le Sénégal perd un digne fils, Ahmed Amar, pour tout ce qu'il a insufflé pour le développement de son pays. Il était un grand mécène également de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il était administrateur à la fondation de l'université. Pour le recteur Ibrahima Thioub, M. Amar était un homme discret et généreux qui a toujours œuvré pour la bonne marche de l'UCAD. Ahmed Amar est quelqu'un qui a travaillé avec l'université, qui a exprimé un amour profond de l'enseignement supérieur. Il était membre du conseil d'administration de la fondation UCAD. Il était présent à toutes nos réunions, en dépit de son agenda que vous devinez très chargé. Il nous mettait en relation avec les entreprises. Il contribuait massivement à résoudre tous les problèmes de l'université. Problèmes d'enseignement, problèmes de recherche, résolution de conflits, anticipation sur les conflits. Je dois dire que tout récemment, nous étions confrontés à un problème d'évacuation d'un de nos étudiants gravement malade, malheureusement décédé par la suite. Que Dieu l'accueille en son paradis. Ahmed Amar avait résolu le problème en nous donnant 5 millions de francs CFA pour l'évacuation de l'étudiant. La dernière fois que nous avons organisé une cérémonie avec lui à l'université, c'était dans cette bibliothèque universitaire, pour recevoir le bus qu'il avait offert à l'université avec une contribution de 10 millions de francs CFA pour les étudiants handicapés physiques de l'université pour leur transport. Et voilà ce que nous pouvions dire sur la disparition de Ahmed Amar. Et puis je rappelle que sa dépouille est attendue demain mercredi à Dakar. Restons justement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Peur, panique pour Sadio Mané. Hier, nous vous l'annoncions sur TFM, des scènes de violence ont éclaté lors de sa visite à l'UCAD. Alors plus de peur que de mal pour le lion de la Teranga. Au lendemain de ces échauffourées entre étudiants et la sécurité du coude, les avis divergent sur le déroulement des faits. Nous sommes retournés sur place ce matin. Maguette Souare Diallo, Maguette Ndiaye et Pape Sangone Baye. Ce qui devait être une fête a malheureusement viré au jet de pierre et bousculade. Là d'attendre Sadio Mané, les étudiants de l'UCAD ont fini par perdre patience. Ils pointent du doigt le manque d'organisation du coude. Je pense que quand même, il devait y avoir plus de sécurité. Parce qu'on sait tous que quand on entend que Sadio Mané va venir ici, alors tout le monde va y aller et chercher à le voir, à prendre des photos, des selfies et tout. Alors pour moi, il devait y avoir plus de sécurité. À un certain moment, c'est-à-dire les dirigeants de coude voulaient faire des discours là-bas. Et les discours n'ont pas amené les gens là-bas. Ce qu'on voulait, c'est de voir la star planétaire, la star du football mondial, Sadio Mané. Vous devez savoir que c'est une manque d'organisation venant du coude. C'est ça. Une foule grandissante, impossible à contenir par la sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar, selon Khalifa Diagne. Non, moi je ne dirais pas, c'est vrai, il y a eu des abordements, il y a eu des affrontements, des heurts, parce qu'il s'agissait d'un mouvement de foule, il y avait une foule immense. Et vous savez, notre sécurité n'a pas la possibilité d'utiliser des armes contre les étudiants. On essaie de gérer. C'est pourquoi j'attire l'attention des gens sur la particularité du milieu universitaire, où les étudiants sont dans leur espace et peuvent manifester à tout moment du fait d'un petit événement ou autre. Nous avons vu que même le président de la République, accompagné par l'arsenal de forces publiques, quand il vient à l'université, il y a des difficultés. À fortiori, quand Sadio Mané vient, il n'est pas accompagné par la sécurité. Des scènes de violence en milieu universitaire sont devenues fréquentes. La presse attaquée, plusieurs blessés ont été enregistrés lors de ces débordements.
Et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a désormais accès aux données statistiques avec l'ouverture d'un nouveau centre d'une valeur de 35 milliards de francs CFA. Dorénavant, les chercheurs pourront se documenter et avoir accès plus aisément aux données. Écoutons Babacar Ly, il est le directeur général de l'ANSD au micro de Maguette Gaye, Maguette Souare Diallo et Pape Sangoné Mbaye. Ce centre héberge un ensemble de données, mais plus spécifiquement, c'est des données détaillées, issues des enquêtes que nous menons ainsi que des recensements. Donc c'est des bases de données qu'on appelle dans notre jargon des microdonnées, donc qui consistent en un ensemble de données, l'ensemble des données d'enquête ou de recensement qui ont été donc entièrement anonymisées. Et nous sommes déjà entrés en contact avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ainsi que l'université de Ziguinchor, l'université Assane Seck. Et dans les prochains jours, nous allons entrer vraiment dans une phase de production, de mise en œuvre et de production de ce centre dans les autres universités. Voilà l'ouverture d'un nouveau centre d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Ils se considèrent comme les parents pauvres de l'enseignement supérieur. Les étudiants orientés dans les universités privées estiment vivre en désavantage par rapport à leurs camarades du public. Ils déplorent le retard des bourses ou encore l'inexistence de bibliothèques scolaires dans certains établissements. Aïssatou Gueiba et Gervais Yao. Ils sont plus de 40 000 étudiants à mettre sur la table leurs doléances. Les étudiants orientés dans les universités privées lancent un appel aux autorités en charge de l'enseignement supérieur pour la prise en compte de leurs préoccupations. Qui est le retard des bourses. Des fois, on veut percevoir nos bourses à temps, nos aides à temps, mais ça tarde malheureusement. Nous avons voulu avoir un accès aux restaurations. Donc à l'UCAD, c'est vrai, c'est pour les étudiants du public, mais l'État pourrait se faire de telle sorte que les étudiants du privé aussi puissent avoir accès. Si tel n'est pas le cas, il peut faire de telle sorte que nous, étudiants orientés par l'État, autrement dit les étudiants du privé, puissent avoir leur propre campus. Là-bas, une bibliothèque numérique, parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas accès à leur bibliothèque. Un combat qui ne laisse pas indifférent l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Il compte mener des actions concrètes pour résoudre cette injustice. Bon, la situation est que c'est des étudiants qui ont été orientés parce qu'il y a des difficultés pour les prendre en charge dans les universités publiques. Ce qui veut dire qu'ils doivent bénéficier des mêmes avantages et traitements que leurs camarades ont au niveau de ces universités publiques. Donc nous, notre préoccupation, quel que soit l'étudiant où il se trouve, qu'on puisse les accompagner. Nous avons été saisis par cette organisation et comme nous le faisons, nous allons prendre langue avec le ministère de l'Enseignement supérieur, la Direction générale de l'enseignement privé et le médiateur de l'UCAD pour essayer, pourquoi pas, de faire la médiation. Mais nous leur avons demandé aussi d'être dans la légalité. Et c'est des responsables, ils ne vont pas sortir dans la rue faire de la casse et autres là, mais quand même qu'ils s'inscrivent dans la légalité et que nous puissions les accompagner pour que véritablement cette question-là puisse être derrière nous. Ces étudiants veulent bénéficier du même traitement que leurs camarades du public à partir de la prochaine année académique. Merci Aïssatou. Dans une semaine, les travailleurs de Albert Royer iront en grève. Ils ont tenu un deuxième sit-in pour faire l'évaluation de leur premier acte. Ils comptent partir en grève à partir du 1er août si leurs revendications ne sont pas satisfaites, comme la révision du statut des vacataires. Pour la direction, l'hôpital marche à son rythme et que les vacataires reçoivent leur dû. C'est un reportage de Momon de la Mindiaye et Tierno Laurent Bendi. Les travailleurs de l'hôpital enfant Albert Royer maintiennent la pression sur la direction de l'établissement sanitaire. C'est à travers le deuxième sit-in, en l'espace de 2 semaines, qu'ils dénoncent leurs conditions de travail. Nos agents contractuels ont des soucis au niveau de leur cotisation sociale, c'est-à-dire l'IPRES. Revenons aussi un peu du problème de l'IPM. Donc vous comprenez avec nous que tous les agents qui sont là, qui travaillent dans l'hôpital, ont des problèmes de santé et qu'on n'a pas vraiment une couverture adéquate.
Donc l'IPM fait défaut. Les vacataires de l'hôpital Albert Royer sont presque, c'est 50%, pour ne pas dire 51% du personnel de l'hôpital Albert Royer sont des vacataires. Et ce personnel-là est exploité, marginalisé dans cet hôpital, alors que ce sont nos collègues. Le chef de service des ressources humaines rejette en bloc ces accusations et apporte ses éclairages. Alors si on parle aujourd'hui de conditions de travail pour des prestataires, je dois dire que les conditions de travail sont à caractère général et impersonnel. Il n'y a aucune discrimination notable au niveau de l'hôpital. Nous traitons tout le personnel, tous les statuts. L'administration est à égale distance de tous les statuts. Hein. Donc il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucune forme de déséquilibre social entre les couches de personnel que nous gérons. C'est toujours le dialogue de sourds à l'hôpital Enfant Albert Royer entre la direction et les travailleurs qui menacent d'aller en grève le 1er août. Merci Mohamed Lamine. 550 décès par an sur nos routes. Ce bilan macabre incite les populations à prendre à bras-le-corps le problème de la circulation routière. Vous avez remarqué l'émergence de ralentisseurs dans certaines agglomérations, souvent installés instinctivement par les habitants. Ces dodanes sont aussi source de panne mécanique pour les automobilistes. Pour les populations, c'est le seul moyen de forcer les chauffards à lever le pied. Les dodanes, un mal nécessaire. C'est un reportage de Asmalik Diop et Salif Sow. Les dodanes, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes et sont présentes un peu partout. Circuler à Kermassar relève d'un parcours du combattant à cause de ces dodanes. Les dodanes sont indispensables sur cet axe, car les véhicules qui se rendent à Tivaouane roulent à vive allure. C'est parce que les dodanes sont mal faits, sans aucun règlement et par n'importe qui, en colère suite à un accident de la circulation dans son quartier. Il y a eu deux accidents mortels à cause des Tata et des cars rapides qui sont là-bas. Ils ne prennent pas de précautions pour laisser les passagers ou bien les usagers passer la route. Ils circulent comme ils veulent. Et on peut dire que dans certaines zones, on ne peut pas avoir à chaque 100 mètres ou 200 mètres un policier ou bien un gendarme. La Géroute est vivement interpellée. Les véhicules roulent à vive allure dans des zones peuplées. Eux aussi, la Zurich, ils ne doivent même pas attendre à ce que les populations sortent pour venir faire des dodanes. Ils doivent regarder l'ensemble des routes où les voitures ils circulent et mettre des dodanes. Actuellement, à Dakar, au Sénégal, il y a trop de routes et les routes ne sont pas réglementées. Les automobilistes, à l'image de cet ambulancier, ne veulent pas de ralentisseurs non réglementaires. En tant qu'ambulancier, je peux dire que ces dodanes mal faits nous causent beaucoup de tort. On est même obligé de marquer un arrêt, même en cas d'urgence. Sur nos routes, automobilistes et piétons se disputent la priorité. Les dodanes, une solution qui n'arrange pas tous. Et puis nous vous parlions d'il y a quelques semaines de l'affectation de 236 hectares au ciment du Sahel au niveau de la forêt classée de Bandia. Souvenez-vous, les populations de Bandia étaient vent debout contre cette décision étatique. Le cimentier souhaite y exploiter le calcaire, ce qui constituerait un danger environnemental pour les riverains. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement promet de visiter le site afin de s'enquérir de la situation et d'évaluer le risque pour les populations. Abdou Karim Sall était en visite à la réserve de Bandia. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Depuis plusieurs mois, des habitants de Bandia, dans la commune de Dias, n'arrêtent pas de dénoncer l'octroi de centaines d'hectares de la forêt classée au ciment du Sahel pour l'exploitation du calcaire. Le ministre de l'Environnement promet de se saisir du dossier. Nous organiserons dans les jours à venir une visite dans la zone hors de la réserve de Bandia pour constater par nous-mêmes de l'état des sites qui sont ouverts dans le cadre de l'exploitation du calcaire. C'est vrai, c'est quand même une situation qui mérite une attention particulière. Abdou Karim Sall, en visite dans la réserve de Bandia, estime que ce site permet de préserver l'environnement mais aussi d'attirer des touristes dans le pays. Je voudrais profiter
de cette occasion féliciter l'administration de la réserve. En attendant, je pense que je ferai également une visite à Fatala. Il paraît là-bas également, il y a des choses à voir. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on multiplie de pareilles initiatives dans le pays. C'est bon pour l'économie en ce qui concerne l'arrivée des touristes qui fréquentent ces endroits, mais également c'est bon pour notre pays en termes de protection de nos forêts. Plusieurs espèces d'animaux se trouvent dans cette réserve de Bandia qui couvre 3500 hectares. Merci Abdourahmane. Le liquide précieux vaut de l'or à Koutal, c'est dans la région de Kaolack. Le manque d'eau hante le sommeil des populations comme les habitants de Rufisque 2. Nous en parlions hier à Koutal. Le forage est en panne depuis des mois. Les populations se rabattent sur un puits pour subvenir à leurs besoins en eau. Koutal à sec, reportage Ibrahim Adjamé et Falikaï. La cérémonie de fin d'année du centre islamique Mohamed Dramé de Koutal, marquée par des récitals de Coran, est organisée dans un contexte où les populations de cette localité sont confrontées à un terrible manque d'eau. Selon le directeur de l'institut, ce centre est l'un des rares points de convergence auxquels les populations font recours pour étancher leur soif. Depuis la pénurie de l'eau que vous entendez au niveau du Koutal, c'est l'école qui alimente la population de Koutal. Donc vous voyez que non seulement nous sommes dans le cadre des études, mais aussi le volet social n'est pas laissé en rade. Donc comme vous le savez, la population de Koutal vient ici puiser de l'eau pour alimenter leur... Et pourtant, à cause de ce problème d'eau, le directeur de l'OFOR avait fait le déplacement à Koutal en vue d'une solution, mais la situation demeure. Non, jusqu'à présent, les gens vivent dans une situation vraiment dramatique. Parce que si vous voyez une population comme Koutal, aux environs, il y a combien d'habitants ici au niveau de Koutal? S'ils n'arrivent pas à trouver de l'eau, si le point de chute pour chercher de l'eau, c'est uniquement le centre. Vous voyez ce que cela fait? Ce centre, qui abrite près de 400 pensionnaires logés et nourris, créé depuis 2016, demande l'appui de l'État. Parents d'élèves, maîtres coraniques avaient fait le déplacement pour assister à cette cérémonie de fin d'année sanctionnée par ces récitals de Coran. Merci vraiment. Et puis le collectif des impactés de l'université du Sine Saloum a tenu un sit-in sur le chantier de l'UCN. Ils exigent le respect des engagements signés avec les autorités, les accords qui consistent à payer les impenses aux propriétaires des champs avant le 15 juillet dernier. Le recasement des populations déguerpies et le recrutement de la main-d'œuvre locale sur le chantier, suivant un des membres du collectif, Babacar Diouf, avec Aminata Goudjabi. La situation se repose sur les points suivants. Le non-respect des engagements que le ministre avait pris de payer les impenses à la date du 15 juillet. Ceci n'a pas été respecté. Le deuxième point consiste le recasement des maisons impactées par le site. Jusqu'à présent, il y a des lenteurs, rien n'est fait. Et les maisons sont à l'intérieur du site. Il y a un danger avec les caterpillars qui tordent autour des maisons. Nous demandons aujourd'hui le recasement des maisons impactées par le site dans les plus brefs délais. Le recrutement de la main-d'œuvre locale. Jusqu'à présent, il n'y a rien de concret. On ne fait que parler. On nous a fait savoir que l'administration est écrite. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un document écrit là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que depuis l'élaboration de ce processus, aucun parmi les propriétaires de terre n'a été informé ni considérés dans le processus. Les propriétaires des champs ne sont pas encore identifiés pour le moment. Nous exigeons l'identification des propriétaires des champs. Nous exigeons la prise en charge des propriétaires des champs. Nous ne vivons que d'agriculture et d'élevage. Ces terres-là nous servaient de support de nourriture. Et aujourd'hui, nous les avons tous perdus. 400 hectares, c'est trop. On l'a accepté parce que c'est un projet d'État.
La CAN perdue, Sadio Mané a les yeux rivés sur le ballon d'or africain. L'attaquant des Reds ne cache pas son rêve de remporter enfin le prestigieux trophée. Pressenti avec d'autres joueurs comme Riyad Mahrez ou encore Mohamed Salah, Sadio Mané pense que tout se jouera en début de saison et qu'il faudra tout donner. Ibrahima Kane. En marge de sa visite au campus universitaire de Dakar, Sadio Mané aborde la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, perdue au profit de l'Algérie. L'objectif cette année, c'était la CAN, c'était de la gagner. Et je pense que voilà, on s'est donné tous les moyens, avec les staffs, les fédéraux et tout. Et au final, on a perdu. Et je pense que voilà, on avait en face de nous une belle équipe algérienne qui n'a pas démérité, bien sûr. Le fait qu'on n'a pas marqué de but, et je pense que pour gagner un match, il faut un but de plus. Ce n'était pas le cas, même si on s'est créé pas mal d'occasions, mais au final, il faut marquer. Je pense qu'on n'a pas marqué. C'est ce qui a fait que voilà, on n'a pas été champion. Même si l'enfant de Bambali n'est pas champion d'Afrique, il pourrait tout de même se consoler sur le plan individuel avec le ballon d'or africain. Toutefois, la bataille s'annonce rude quand on sait que son homologue algérien, Riyad Mahrez, vainqueur de la CAN, est également en pole position. C'est le rêve le plus absolu. Et je pense que voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, personnellement, je pense que je me suis fixé des objectifs, c'est-à-dire gagner d'abord la CAN. Ça n'a pas marché. Tant mieux, je pense qu'on va préparer la prochaine fois. Je pense que ça va être un peu plus tôt de parler de Ballon d'Or parce qu'on a un début de saison qui ne va pas être facile. Honnêtement, je pense que le plus important pour moi, c'est ce que moi je vais faire sur le terrain, début de saison. Et le reste, c'est à vous de décider. Et je suis quelqu'un de très positif et j'accepte toutes les décisions. Concernant l'avenir du 11 d'or 2019, des informations font état de contact avec la direction du Real Madrid, mais le protégé de Jürgen Klopp se veut clair. Encore une fois, je suis à Liverpool et je suis un joueur de Liverpool, je suis content et j'espère gagner notre Champions League avec Liverpool. Loin des terrains de football, Sadio Mané savoure ses vacances après une très longue saison avant de retrouver Liverpool pour l'exercice 2019-2020. Merci Ibrahima. Et puis après le désistement de Teungueth FC, le Sénégal n'aura pas de représentant à la Coupe CAF 2019. Comment comprendre ce revers de plus de football sénégalais après une décade de professionnalisation de la Ligue? Le club rifusquois, après avoir remporté la Coupe du Sénégal, déclare ne pas détenir suffisamment de moyens pour une campagne africaine. Qu'est-ce que cela dit de du management du football sénégalais? Teungueth FC, tout ça pour ça, c'est un sujet de Ibou Diouf et Gervais Yao. Comme en aveu d'échec, de comptes diront qu'être champion du Sénégal ou détenteur de la Coupe du Sénégal ne suffisent plus pour être présent à une campagne africaine. Le Teungueth FC rate la Coupe de la CAF faute de moyens financiers. 10 ans de professionnalisme, les équipes déclarent forfait quand même. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Je n'ai pas les explications. D'autant plus que c'est Teungueth FC qui est supposé faire partie des grandes équipes de ce pays, des nouvelles forces montantes du football sénégalais. Parce que quand même, cette équipe est dirigée par un manager. C'est pourquoi ça a été un grand étonnement. Parce que bon, d'abord, ils savaient qu'ils allaient en Coupe d'Afrique. Quand on gagne la Coupe du Sénégal, on va en Coupe d'Afrique. De lourdes conséquences dans le domaine sportif, sans oublier la carrière de ces jeunes footballeurs. Ils ont fait ça dans les délais, donc en principe, il n'y en a pas. Mais quand même, c'est la valeur, c'est le coefficient du football local sénégalais qui va baisser encore au niveau de la CAF. C'est ça, parce qu'il ne faut pas... Rappelez-vous qu'à un certain moment, on avait 2 représentants en Coupe de la CAF et 2 représentants en Ligue des Champions. C'est parce que le Sénégal ne faisait plus de résultats que notre coefficient a baissé. Aujourd'hui encore, c'est comme si on était éliminé avant même de commencer. Notre coefficient va encore se rabaisser. 10 ans de professionnalisme et le football local traverse toujours cette période de crise, comme avec cette affaire de Teungueth FC. Il faudrait que les entreprises sentent la nécessité de venir. Quand c'est l'équipe nationale, même l'équipe nationale ne draine pas beaucoup de sponsors par rapport à d'autres pays. Je pense que quand même, c'est la ville de Rufisque, une ville bicentenaire ou tricentenaire. C'est le représentant de la ville de Rufisque d'abord qui est allé autour de Rufisque. Il y a combien d'industries là-bas qui auraient pu accompagner ce club-là? Ça pose réellement aujourd'hui le financement du sport sénégalais d'une façon générale. Teungueth FC, vainqueur de la Coupe du Sénégal 2019, une place à la Coupe de la CAF que le vice-champion d'Afrique risque de perdre, ce qui remet au goût du jour la question de la professionnalisation du football sénégalais.
Merci Ebou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était un immense plaisir de la présenter. À suivre ce soir votre série du mardi Golden et puis un peu plus tard en deuxième partie de soirée votre émission Œil du Tigre. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.